Bien, on va commencer, 10 heures. Bonjour, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, malgré les conditions climatiques qui vont faire que ce cours va être un peu chaud, mais chaud pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va plonger dans quelque chose que je déteste, les mathématiques. Mais je vous avais prévenu et vous êtes là, donc j'imagine que vous, ça va. Puis si ça ne va pas, ben, c'est trop tard. De toute façon, les mathématiques, on sait tous, si on se détend, ça fait pas mal, hein, c'est connu. Donc on va y aller doucement. C'est un cours que j'adapte en fait d'un cours que j'ai fait en master pendant quelques années. Et c'est un cours qui durait 2-3 heures. Mais comme vous êtes grand, je me suis dit on peut tout faire en 1 heure et aller beaucoup plus vite. Donc j'espère que vous avez pris les notes. Donc on va parler de mathématiques et on va parler de renards. Et alors le titre que j'avais à l'époque, c'était « Les mystères du déclin du top prédateur », donc du prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, des îles de Californie. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est un cours qui est basé sur toute une série de travaux qui a duré pendant des années et qui a occupé des gens de plein d'équipes dans le monde, surtout des Américains. Alors, un autre titre, ça pourrait être « Voyage au cœur de la vie quotidienne d'une ou d'un scientifique en écologie », parce que l'objectif de ce cours, c'est essayer de vous montrer pas des résultats comme j'ai fait jusqu'à maintenant, mais un processus d'apprentissage. Comment est-ce qu'on arrive à la solution finale? Et puis aussi d'essayer de vous mettre un petit peu dans la peau de ceux qui vont être confrontés aux problèmes et essayer de les résoudre. Et accessoirement, on pourrait aussi appeler ça « Comment gérer la conservation d'une espèce grâce aux mathématiques ?» parce que je voudrais essayer de vous démontrer dans ce cours que les mathématiques sont vraiment très utiles pour la conservation. Que c'est un outil vraiment même salvateur. Alors, vous avez vu que pendant toute cette série de cours, j'ai à chaque fois accompagné un cours d'un angle différent, d'une discipline différente. Je n'ai pas mis de mathématicien parce que, bien que je ne sois pas mathématicien moi-même, je voulais vous mettre quelques équations dans ces cours et je me suis dit 2 fois ça risque d'être dur, mais ça c'est juste mon biais personnel parce que j'aime pas les maths. Alors, donc je vais vous emmener en Californie. Ici, vous voyez, tout en bas de la Californie, ici c'est Los Angeles, c'est les Channel Islands, on a des îles ici et des îles ici. C'est des îles qui sont magnifiques, malgré le fait qu'elles soient très près d'une côte très peuplée. En fait, il y en a un certain nombre qui est protégé. Ce sont des parcs nationaux, et donc on ne peut pas y aller comme ça. Il y en a quelques-unes qui sont habitées, mais pas beaucoup. Et celles qui ne sont pas habitées, en fait, on peut juste y aller dans certaines conditions, dans un camping, et c'est tout. Ou alors il faut travailler sur le parc. Alors c'est des îles qui sont relativement grandes, mais relativement simples, comme les îles dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, des écosystèmes qui sont simplifiés. Et notre petite histoire commence avec cette espèce. Cette espèce, c'est le renard gris insulaire de Californie. Alors, ne vous y trompez pas, ce n'est pas juste un renard normal. D'abord, c'est un renard gris, ce n'est pas le renard roux. Et ensuite, c'est un renard insulaire et il est en fait endémique de 6 de ces 8 îles. Et il a tellement divergé depuis longtemps sur ces îles qu'il est devenu une sous-espèce sur 6 de ces 8 îles. 6 sous-espèces différentes, chaque île a sa sous-espèce. Il a subi ce qu'on appelle un syndrome d'insularité, c'est-à-dire que certains organismes sur des îles se mettent à avoir une taille plus grande ou au contraire une taille plus petite parce qu'ils ne sont pas soumis aux forces de sélection classiques. Et le renard insulaire de Californie, en fait, il est gros comme un chat.
C'est un petit renard. C'est un petit renard, mais malgré ça, c'est le plus grand prédateur terrestre de cet écosystème. Il n'y a personne au-dessus de lui. Et à la fin des années 80, toutes les populations de ces îles étaient stables et il y avait, selon l'île, qui ont des tailles différentes, entre plusieurs centaines et 1000, 2000 individus sur ces îles. Et l'avantage d'être à la fois des îles protégées et des îles très proches de Los Angeles, c'est qu'il y a beaucoup d'universitaires dans le coin et que les populations sont suivies depuis très longtemps, de manière assez régulière, depuis la fin des années 80, par plusieurs équipes qui travaillent sur plusieurs aspects de ce renard. Donc ici, vous avez 3 îles au nord qui font partie d'un parc national. Et ici, vous avez 3 grandes îles au sud qui sont les îles où il y a le renard. Et alors, le problème c'est que 3 des 6 sous-espèces a subi un déclin abrupt et ont été classées gravement menacées. Alors, en fait, elles ont été classées gravement menacées assez rapidement parce que le déclin est vraiment abrupt. Et quand vous voyez ici la taille de la population et ici l'année, vous allez me dire oh, il exagère quand même, abrupt, c'est un petit déclin ça. En fait, ça c'est une des populations qui n'a pas subi de déclin. Une qui a subi le déclin, c'est San Miguel, vous voyez que c'est un déclin beaucoup plus important, et une autre, sur laquelle on a des données aussi très précises, Santa Cruz, vous voyez que le déclin est assez vertigineux. La 3e île, en fait, on n'a pas les mêmes types de données, on a juste des succès de capture, mais on peut aussi voir d'année en année que ça a vraiment baissé. Et en fait, on est passé de 95 à 99% moins d'individus en 6 ans seulement. Donc je ne sais pas si vous imaginez, une baisse de 95 à 99% d'individus, c'est énorme. Donc ici, on n'a pas une taille de population, on a juste un succès de capture, mais le succès de capture des 3 autres îles, il n'a pas varié pendant ce temps-là, et il termine même 8 fois plus élevé que les 3 îles du Nord, où il y a un problème, où il y a un déclin, et donc on sait qu'il y a aussi un souci dans cette île-là. Donc 6 îles, 3 au Nord, 3 au Sud, et les 3 au Sud subissent un déclin abrupt, inexpliqué. Et donc je vais vous présenter en 3 parties un petit peu qu'est-ce qui se passe. On va d'abord essayer de chercher la cause du déclin. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Puis il y a beaucoup de scientifiques sur le terrain et des gens qui travaillent sur un petit peu tout. On va essayer d'expliquer le mécanisme du déclin une fois qu'on l'aura trouvé. Parce que, spoiler alerte, on va trouver. Et puis après, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et assez rapidement, tous les soupçons se dirigent vers la moufette tachetée, qui est aussi une espèce endémique de ces îles, c'est-à-dire qu'elle ne vit dans le monde uniquement que sur ces îles, mais en fait que sur les 3 îles du Nord où il y a un déclin, pas sur les îles du Sud, comme par hasard. Et elle est en fait aussi un top prédateur de ces îles. C'est aussi un prédateur terrestre au sommet de la chaîne trophique. Donc, on a cette moufette qui est présente que sur les 3 îles du Nord et qui n'est pas présente sur les 3 îles du Sud. Et on a des soupçons sur cette espèce, tout simplement parce qu'on a vu une explosion démographique. Donc, les gens qui ne travaillaient pas sur le renard, mais qui travaillaient sur la moufette, au café à l'université, ils disaient « Ah ouais, ton renard, il décline, c'est marrant, nous, la moufette, c'est le contraire. Elle va plutôt bien. » Une augmentation jusqu'à plus de 16 fois plus, ce qui est vraiment rapide pour un mammifère comme ça sur ces îles. Et on avait regardé tout à l'heure les succès de capture. Donc le succès de capture, lui, on voit qu'il augmente de plus en plus. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément que les chercheurs sont de plus en plus nuls à capturer leurs individus. Et si on compare avec le renard, on voit bien qu'on a une espèce de corrélation là. Plus on capture de moufettes et moins on capture de renards. En fait, cette corrélation, si on enlève le temps et qu'on regarde juste le succès de capture de l'un et le succès de capture de l'autre, vous voyez qu'on a vraiment quelque chose d'assez clair. Plus il y a de moufettes, moins il y a de renards. Et si on regarde
les isotopes stables, donc l'espèce de réseau trophique par rapport au régime alimentaire des individus. Vous vous rappelez qu'on a vu ça sur l'île Surprise, donc je ne reviens pas sur ce que c'est. On voit en fait que la moufette et le renard sont effectivement des compétiteurs pour les ressources sur cette île. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de démontrer que c'est le cas. Et le truc le plus simple pour vérifier des forces de compétition, c'est de regarder au niveau énergétique. Est-ce que les moufettes mangent tout ce que les renards devraient manger? Donc on regarde les taux métaboliques des deux espèces, on regarde les données allométriques, la taille, la consommation énergétique, etc. Par jour, combien chaque individu en moyenne consomme par jour d'énergie, et du coup combien ils doivent manger par jour. Et du coup on peut voir qu'un couple de renards a besoin à peu près d'un demi-kilo par jour, et qu'un couple de moufettes a besoin d'un peu moins de 200 grammes par jour. Donc en fait, du point de vue alimentaire, en fait, les renards vont être plutôt compétiteurs supérieurs aux moufettes. Donc ça ne colle pas trop avec notre hypothèse. Et puis, puisqu'on sait faire ça, on va essayer de vérifier la modélisation mathématique de notre couple de compétition. Alors pareil, je ne vais pas trop revenir sur cette équation parce que comme on l'a vu la semaine dernière et que vous avez bossé toute la semaine dessus, vous vous rappelez bien de ce que c'est. On a deux équations qui sont liées. Ces deux équations, ça représente les changements d'effectifs dans le temps, des populations de renards, F fox, et des populations de skunk, les moufettes, donc en bleu et en vert. Et en fait, ces deux équations, c'est des équations logistiques, donc qui suffisent à elles-mêmes, mais on les a liées ici par un terme de compétition. Donc chacun va être un petit peu moins performant parce qu'il y a la présence de l'autre, en fonction d'un taux de compétition qui est différent parce qu'il n'est pas symétrique. Okay, donc vous avez ici l'équation classique, et en fait on a juste changé ici le n en un n plus ou moins compétiteur. Donc quelque chose d'assez simple, mais on peut voir avec des données de terrain en fait ce qui va se passer sur notre île en mettant ici les tailles des populations et le temps, et en fait on s'aperçoit que les données de terrain et le modèle mathématique indiquent que effectivement, normalement, c'est plutôt la moufette qui devrait décliner et pas le renard, parce que le renard est un compétiteur supérieur à la moufette. Et même la moufette peut disparaître. Donc en fait, je vous donne une illustration ici, mais on fait tourner le modèle plein de fois avec plein de valeurs de paramètres. Et dans certains cas, lorsque la compétition est intense, la moufette peut même disparaître complètement. Et en fait, c'est même ce qui s'est passé sur une des îles. On a une confirmation, parce qu'en fait, je vous ai dit qu'il y a des moufettes sur les 3 îles du Nord, mais en fait, j'ai menti. Il ne faut pas écouter tout ce que je dis, parce qu'en fait, elle a disparu, la moufette, il y a quelques millénaires, de l'île la plus petite où la compétition était la plus intense, puisque l'île était la plus petite. Et donc, on a quand même l'impression, avec toutes ces indications, que notre corrélation, elle ne marche pas vraiment. Et en fait, si j'ai un peu insisté là-dessus, c'est parce que je voudrais vous passer un message important. La corrélation, ce n'est pas un argument scientifique de poids. Parce que la corrélation n'indique pas la causalité. Ce n'est pas parce que deux choses fonctionnent ensemble qu'il y en a une qui cause l'autre. Alors c'est possible, et en général on ne sait pas forcément qui cause l'autre, mais ça peut être aussi qu'elles sont toutes les deux causées par une troisième chose, voire être dues au hasard. Si vous testez des milliers de choses, vous allez avoir des corrélations entre des choses qui n'ont rien à voir. Il y a un site web qui montre un petit peu ces corrélations. C'est assez rigolo. Par exemple, vous avez la consommation quotidienne de fromage qui est très très bien corrélée avec le nombre de gens qui meurent étranglés dans leur propre drap. Vous avez aussi la consommation, les dépenses en sciences et technologies aux États-Unis, et le nombre de suicides par pendaison, strangulation, suffocation. C'est super bien corrélé. Plus on dépense en sciences, plus les gens se suicident. Et puis vous avez des choses, alors bon, vous me direz, c'est des corrélations, ça va, c'est assez droit, c'est assez simple, mais vous avez des corrélations qui sont assez étonnantes. Hein, vous voyez quand même, on dirait qu'il n'y a pas de pattern, mais les deux courbes sont vraiment bien l'une sur l'autre. Et là, c'est l'âge de Miss America et le nombre de meurtres par vapeur ou objet brûlant.
Et puis le troisième, pareil, hein, on dirait qu'il n'y a pas de pattern, et pourtant les deux se suivent. Et là, c'est le nombre de personnes qui meurent noyées en tombant dans une piscine, et le nombre de films où Nicolas Cage est le héros. Là, je pense qu'il y a peut-être quand même une corrélation. Mais bref, en fait, si on regarde, on peut vraiment comprendre que c'est la baisse de la population de renards qui va permettre l'augmentation des moufettes, et non pas le contraire. Donc oui, il y a de la compétition, mais ce n'est pas la compétition qui va jouer, ce n'est pas la compétition qui fait que les renards déclinent. Les renards déclinent et du coup, les moufettes repartent. Et donc là, les chercheurs qui pensaient avoir une piste quand même assez bonne s'aperçoivent que ce n'est pas le cas, et les renards continuent à décliner, et ils déclinent très vite. Et comme c'est des populations uniques, bah, c'est très inquiétant. Et en fait, la personne qui m'a contacté pour cette étude à l'époque, c'est une personne qui fait sa thèse sur le renard, et donc accessoirement, son objet d'étude est en train de disparaître, donc c'est aussi inquiétant. Et donc là, on a un espèce de brainstorming de toutes les équipes qui essayent de comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les renards tombent comme des mouches comme ça, brutalement, en masse, tout le monde en même temps? Est-ce que vous avez une idée, un petit peu? Maladie, ok. Oui, c'est vrai que ça peut être... Alors, on va regarder les maladies. Donc, on a plein d'équipes sur place, donc il y a des gens qui cherchent un petit peu de tous les côtés. Et donc, on va essayer de regarder s'il n'y a pas des épidémies qui font que tous les renards tombent comme ça, comme des mouches. Alors, d'abord, on va regarder les macroparasites. Donc, macroparasites, comme son nom l'indique, c'est des parasites qui sont gros. Okay. Donc il y a une étude qui est faite, enfin il y a plusieurs études, sur une étude sérologique et une étude fécale sur les vers du cœur. C'est un parasite qui est exotique, qui ne vient pas de cette île, qui est apporté notamment par les chiens, et qui est potentiellement létal chez les canidés. Donc cette étude, elle est faite sur les 6 îles, les 3 au nord où il y a un problème, les 3 au sud où il n'y a pas de problème, et on retrouve effectivement des antigènes de ce parasite dans 4 des populations, dont les 3 îles du nord. Donc on regarde ici, alors l'avantage, hein, c'est qu'il y avait une étude qui avait été faite avant et une étude qui a été faite après le déclin, sur les îles du Nord et les îles du Sud. Donc on peut comparer et voir ce qui s'est passé avant, en 1988, et pendant le déclin. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les îles du Nord, où il y a un déclin, en fait, il n'y a pas d'augmentation spécialement de la prévalence, c'est-à-dire du taux de présence des macroparasites dans la population, que ce soit chez les jeunes ou chez les vieux. Et puis dans les îles du Sud, où il n'y a pas de déclin, là, en fait, on a l'impression qu'il y a quand même une petite augmentation. Donc, on n'a pas forcément un pattern qui nous montre que cette espèce de macroparasite pourrait être un problème. En plus, le déclin qu'on observe dans les 3 îles, il est dû à une baisse de survie de toutes les classes d'âge, et on sait que ce parasite, il se trouve normalement en très faible quantité chez les chiots, donc il ne devrait pas causer de mortalité élevée chez les chiots, et pourtant il y en a une. Et enfin, autre argument, aucune des autopsies qu'on a pu mettre en évidence n'ont montré ni un fort taux d'infection, ni la maladie qui est normalement associée à ce parasite du cœur. Donc on se dit, bon, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est pas grave, des macroparasites, c'est pas ce qui manque, on va regarder autre chose. Et là, on va regarder des macroparasites gastro-intestinaux. Donc ici, je vous ai mis les îles du Nord, où il y a un problème, et les îles du Sud, et chaque colonne, c'est un macroparasite gastro-intestinal différent. Bon, j'ai mis les couleurs juste pour les distinguer, mais en fait, c'est assez simple, hein. On voit bien qu'il n'y a quasiment rien, une prévalence quasi nulle à chaque fois, que ce soit au nord ou au sud, et le seul qui est présent, en fait, il est présent un peu partout. Donc, ça n'a pas l'air non plus d'être ça. Donc, on va regarder les ectoparasites. Les ectoparasites, c'est à l'extérieur, c'est donc les tiques, les puces, les poux, etc. Et là, il y a une étude qui montre que, en fait, quelles que soient les choses qu'on regarde, il y a beaucoup moins d'espèces et il y a beaucoup moins d'individus de chaque espèce dans la population. En fait, il n'y a que 3. Hein. Il y a une puce, un poux et une tique. Et à chaque fois, il y en a peu sur les individus. Donc, ça n'a pas l'air du tout d'être ça. C'est pas grave parce qu'on a aussi des microparasites. Alors, les microparasites, les bactéries, les virus. Et on se dit que ça peut être apporté par des mammifères introduits, les chats et les chiens, qui des fois arrivent sur ces îles. Donc on regarde ça, et il y a donc une étude sérologique sur 3 îles, 2 du nord et une du sud, de 5 maladies qui sont potentiellement létales
pour les canidés. Et puis on va comparer aussi avec les résultats d'une étude qui date d'avant le déclin, comme ça on va pouvoir voir s'il y a un pattern qui se dégage. Donc ici on a nos 6 îles avant le déclin et ici on a nos 3 îles après le déclin. Et en colonne, comme tout à l'heure, on a nos parasites et on s'aperçoit que, comme tout à l'heure, il y en a plusieurs pour lesquels il n'y a rien du tout. Il y en a un pour lequel il y avait quelque chose avant le déclin, mais maintenant qu'il y a le déclin, il n'y a plus rien. Et puis le dernier, avant, après, ça ne bouge pas. Il y en a pas mal, mais il y en a toujours eu. Donc ça n'a pas l'air non plus d'être très convaincant. Donc en fait, il n'y a pas de corrélation entre la prévalence des pathogènes et le patron géographique du déclin des populations de renards. Il n'y a pas spécialement quelque chose qui se passe au nord qui n'était pas déjà présent 10 ans avant. Et puis les deux plus néfastes, j'ai passé assez vite, mais le canine distemper virus, il n'est pas là du tout, et le parvovirus, en fait, il a même diminué, on a vu, entre les deux études. L'adénovirus, lui, il affecte surtout les chiots, en fait, il a l'air d'être enzootique. Alors, enzootique, c'est le contraire de épizootique, et épizootique, c'est comme épidémique. C'est une épidémie chez les animaux. Et une épidémie, par rapport à une endémie, à ne pas confondre avec endémique, le terme de conservation unique dans le monde, une endémie, c'est le contraire de l'épidémie, c'est-à-dire quelque chose qui est présent de manière constante. Okay. Donc on a une épidémie de grippe annuelle, mais on a plein de choses qui nous arrivent, par exemple des maladies vénériennes qui sont dans la population de manière endémique. Okay. Et donc une enzootie, c'est-à-dire une endémie pour les animaux, donc ça reste stable et ça a faible prévalence. Et puis, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a aussi une étude qui montre qu'il n'y a pas de rage. Donc, pas d'évidence de problème causé par les macroparasites, les microparasites, et dans les macroparasites, les endoparasites à l'intérieur, et les ectoparasites, les gros, à l'extérieur. C'est bien, vous avez appris plein de choses sur les termes de parasites que vous allez pouvoir ressortir comme ça. Donc les parasites, en général, ne représentent vraisemblablement pas un facteur essentiel dans le déclin des populations de renards. Et ça ne nous arrange pas, cette histoire, parce que on misait quand même un petit peu sur ça et qu'on ne sait toujours pas pourquoi les renards meurent. Et ça commence à être un peu stressant, parce que ces études elles mettent du temps à être faites, et que si on n'a pas trouvé, ça veut dire que ça continue et qu'il faut qu'on trouve autre chose. Donc s'ils ne meurent pas de maladie, s'ils ne meurent pas de compétition, ils meurent de faim. Ouais, certainement. On va y regarder, ça paraît assez logique. Hein. Donc on va regarder s'ils n'ont pas des problèmes de ressources, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas les ressources alimentaires qui se sont mises à chuter? Alors qu'est-ce que ça mange, le renard? En fait, ça mange beaucoup de choses. Ça mange beaucoup de choses, des animaux, des végétaux, c'est omnivore. Mais en fait, on sait que les souris sylvestres, en particulier, ça semble être la base du régime alimentaire. Vous voyez ici une photo qui vous montre, non pas que les souris sont géantes sur cette île, mais que les renards sont tout petits. Donc on regarde un petit peu, on va voir les collègues qui travaillent sur les souris depuis des années, et enfin on peut comprendre à quoi ils servent. Et ils nous expliquent qu'en fait, pendant le déclin, sur Saint-Miguel, les souris, elles sont entre 250 et 425 par hectare. Donc elles sont très nombreuses. Et les renards, alors que les renards sont au maximum de leur minimum, en 1999, sur cette île, en fait, les souris, elles atteignent des densités de record de plus de 1000 souris par hectare. Donc il y a à manger. Et par comparaison, sur une île où il n'y a pas de renards, vous avez dit qu'il y a 8 îles en fait, et donc il y a 2 îles sur les 8 où il n'y a pas de renards, mais en fait là, les densités de souris varient entre 5 et 650. Donc en fait, on a vraiment bien beaucoup de souris sur ces îles-là. Et puis rappelez-vous, la moufette, elle est compétitrice du renard, et puis elle augmente. Donc comme elle mange aussi des souris, si le problème venait d'un manque de nourriture, en fait, les moufettes, elles auraient diminué aussi. Et elles ne diminuent pas, au contraire. On a une augmentation importante. Et puis, dernier argument, en fait, on voit que les renards ne manquent pas de nourriture parce qu'ils ont un comportement un peu particulier. Les renards, ils apportent à manger
aux petits et même à des adultes régulièrement. Et là, on voit qu'ils le font encore. On a ici pas mal d'observations où quand on piège les renards, on voit les autres qui apportent à manger aux renards qui sont piégés. Donc il y a à manger. Il y a à manger. Ce n'est pas les ressources. Ce n'est pas les ressources. Mais diantre, qu'est-ce donc? Vous avez encore des idées? Parce que là, moi, j'ai un peu épuisé tout. Là. Pourquoi est-ce qu'ils auraient changé de comportement comme ça? Alors, je vous dis tout de suite, l'île, elle est étudiée sous toutes ses coutures. S'il y avait eu un changement d'habitat majeur, s'il y avait eu une vague de chaleur gigantesque pendant 6 ans, on l'aurait remarqué. Donc, c'est des choses quand même qui sont peut-être un petit peu plus subtiles que des grands trucs massifs comme ça. Prédation. Alors, prédation, je vous ai dit, c'est le prédateur. Bon, allez, prédation. Mais je vous ai dit, c'est le prédateur apical. C'est celui qui est au sommet. Donc, normalement, en prédation, ça ne peut pas marcher, quoi. C'est le plus grand prédateur. Et puis, ça voudrait dire donc que ce serait un prédateur encore plus au-dessus et qui serait nouvellement présent, qui n'était pas là avant. Et en plus, ça veut dire un prédateur qui aurait un impact différent sur le renard et sur la moufette. Mais bon, puisque vous pensez que ça peut être les prédateurs, on va les regarder. De toute façon, c'est ce qu'on s'était dit aussi, hein, donc c'est pour ça qu'on a regardé. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les chercheurs vont équiper les renards de radioémetteurs et ils vont les suivre quasi quotidiennement. Entre novembre 1998 et juillet 1999, ils vont suivre sur leurs petits écrans les déplacements des petits points. Ils vont se relayer par équipe pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui surveille les 15 renards. Et quand les petits points ne bougent plus, pendant assez longtemps, on va aller chercher sur le terrain, voir si on retrouve le collier et peut-être même le cadavre accroché au collier. Et après, on va peut-être pouvoir déterminer les causes de la mort. Parce que rappelez-vous, c'est une île, mais c'est quand même assez gigantesque. Retrouver un cadavre d'un chat, si on n'a pas un collier, on ne peut pas le faire. Et donc au total, 28 carcasses ont été trouvées sur les 2 îles. Je lui ai dit 15 sur l'une des îles, mais on en a mis aussi sur une autre île. Et donc on trouve vraiment des carcasses de renards tués assez rapidement, puisqu'on leur avait mis un collier il n'y a pas longtemps. Et puis on examine un petit peu toutes ces carcasses et en fait on s'aperçoit qu'il y a des marques de griffes ou de serres sur 13 des carcasses. Il y a des évidences d'hématomes musculaires sur 7 des carcasses. Alors les hématomes musculaires, ça veut dire qu'en fait l'animal était vivant au moment où les marques ont été faites. Ce n'est pas un charognard. Et puis il y a des trous dans le crâne sur 6 autres carcasses. Et les trous dans le crâne, c'est des blessures qui auraient été fatales si le renard était vivant au moment de les recevoir. Là, on fait vraiment un film policier. Là. Et sur donc 17 des carcasses où il y a des membres, en fait, 15 étaient retournés, un petit peu comme des gants, vous voyez ici, et tout était éviscéré. Il n'y avait plus de viscères. Et tout ça, en fait, ça pointe vers le mode de chasse d'un grand rapace. 90% des carcasses montrent des dommages qui sont typiques du mode de dépeçage des rapaces, et en plus, 100% des renards sont morts lorsque les chercheurs étaient absents du site d'étude. Donc oui, je sais, on peut se dire, les chercheurs disent ça pour qu'ils disent « c'est pas moi j'étais absent, on a un alibi ». En fait, là, le point, c'est qu'on peut peut-être être face à un animal qui a peur de l'homme et qui donc ne survient que quand les chercheurs ne sont pas là. Et en cherchant bien, en fait, on trouve le coupable. Le coupable, c'est l'aigle royal. En fait, l'aigle royal, il est présent sur la côte continentale, même s'il est plus ou moins en déclin dans pas mal d'endroits parce que Los Angeles, hein, donc il y a de moins en moins d'habitats. Il a été observé sur toutes les îles, mais historiquement, ça fait depuis des décennies qu'on le voit passer, c'est quand même pas très loin, hein, mais il est résident sur aucune des îles. Il n'a jamais habité sur ces îles-là. Et puis en fait, on a trouvé des plumes d'aigle royal sur 6 des carcasses. C'est pour ça qu'on a un peu pointé vers lui. Et puis, une surveillance accrue de Santa Cruz a permis d'identifier 21 aigles différents, dont au moins 4 couples nicheurs. Alors là, en fait, on ne s'est pas mis à regarder
quand on a découvert ça, en fait, on avait des catalogues d'observations faits par les ornithos qui avaient noté tout ça, mais qui, comme ils ne s'intéressent pas aux renards, ben, on n'avait pas fait le lien spécialement. En fait, en 1999, donc au moment du pire, un nid a été trouvé, et c'est donc le premier qu'on trouve sur ces îles. Donc vraiment, on sait maintenant qu'ils se reproduisent sur l'île, et évidemment, entre autres, on trouvait des os de renards dans ce nid. Donc là, on n'a plus trop de doutes, d'autant que quand on regarde vraiment les observations, donc on va chercher dans les catalogues d'observation d'aigles des ornithos, et qu'on regarde les îles du nord, ici en blanc, et les îles du sud en noir, en fait, on voit qu'il y a une augmentation énorme du nombre d'observations d'aigles sur cette île. Et donc, on peut se dire qu'effectivement, c'est bien ça le problème. C'est bien l'aigle qui tue les renards. Voilà, on a trouvé, tout va bien. Sauf que non, il y a un truc qui ne colle pas quand même. Si on regarde bien tout ce qu'on avait comme information, il y a un truc qui ne colle pas. Un des trucs qui ne colle pas, c'est que les aigles royaux ne sont que sur les îles du Nord, ils ne sont pas sur les îles du Sud. Et puis, rappelez-vous, on avait fait nos études de budget énergétique et de dynamique des populations. Et si on les refait tourner, parce qu'évidemment, on se dit c'est l'aigle, donc on va voir si effectivement ça marche. En fait, si on les refait tourner, donc on va prendre un modèle, mais un petit peu différent. Au lieu de faire moufette-renard, cette fois-ci, on va faire aigle-renard. Donc on a encore notre renard ici, mais cette fois-ci, on a l'aigle. Et ça, c'est une équation de prédation, une équation de compétition. Donc on a notre équation ici normale, et on a rajouté un terme qui est que plus il y a d'aigles, moins il y a de renards, en fonction d'un taux de prédation. Et le prédateur, lui, plus il y a de renards, et plus il y a de proies, et plus il va réussir à grandir, et en fait, il a une mortalité naturelle. Et en fait, quand on remet tout ça dans nos équations, on s'aperçoit que non, en fait, non. Il n'y a pas assez de renards sur l'île. Les aigles, ils diminuent. Ils diminuent. Rappelez-vous, les lynx et les lièvres, ils font des cycles comme ça. En fait, plus il y a de lynx, moins il y a de lièvres, ils mangent tout. Et donc, du coup, les lynx diminuent, du coup, les lièvres repartent. Sauf que s'il n'y a pas une adaptation entre les deux, les prédateurs mangent trop de proies, les proies descendent trop, et du coup, les prédateurs descendent trop bas et ils s'éteignent. Il n'y a pas assez de proies locales pour que le prédateur puisse s'implanter. En fait, un couple de renards a besoin de plus de 260 renards par an pour se reproduire, et même à son maximum, la population de renards est trop petite pour que les aigles puissent coloniser l'île. En fait, même si on prend les moufettes dedans, et pourtant les moufettes ne sont pas trop mangées par les aigles, parce que les moufettes sont plus nocturnes, en fait, je ne vous avais pas dit ça, et les aigles ne chassent pas la nuit. Mais même si on mettait la population de moufettes dedans, il n'y aurait toujours pas assez de proies locales pour que les aigles puissent s'implanter. Donc on a trouvé qui? Là, on n'a pas de doute, hein, c'est l'aigle. Mais il faut quand même encore qu'on trouve comment. On ne comprend pas comment c'est possible. Comment une population de renards peut baisser comme ça à cause de la prédation si le prédateur, lui, il ne peut pas survivre grâce à ses proies. Et accessoirement, pourquoi les îles du Nord et pas les îles du Sud? Donc on a quelque chose, mais on est quand même encore, on est encore obligé de bosser, quoi. Parce que pendant ce temps-là, le problème, il ne se résout pas. Donc on va essayer maintenant d'expliquer le mécanisme du déclin. Donc rappelez-vous, hein, on a ce processus de cycle entre les proies et les prédateurs. Ça, c'est dans un système qui se passe bien. Et en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on serait face à un processus d'hyperprédation? Un processus d'hyperprédation, c'est des choses sur lesquelles j'avais travaillé sur des îles précédentes. Et ce pourquoi j'ai été contacté, parce que les chercheurs locaux se disent mais en fait, dans ces études-là, il y a un processus qui pourrait peut-être marcher, ça pourrait peut-être expliquer ce qui se passe. Et en fait, ce processus d'hyperprédation, c'est assez simplement un prédateur qui est mis dans une île. Et qu'est-ce qui va se passer avec les proies? Si les proies elles sont locales, en fait, les proies elles supportent que des faibles taux de prédation. Elles ne sont pas adaptées au niveau dynamique des populations à un fort taux de prédation. Donc elles vont cracher, et ce qui fait que soit elles vont récupérer après ou pas, mais en tout cas le prédateur il va cracher en même temps. Donc les proies endémiques ne permettent pas l'établissement d'une population de prédateurs introduits.
Et donc la population, normalement, elle est faible ou elle s'éteint, la population de prédateurs. Mais si les proies, c'est des proies aussi introduites. Donc c'est des proies qui sont adaptées à ce prédateur introduit. C'est des proies qui se reproduisent très vite. C'est des proies qui vont normalement permettre à ce que la population de prédateurs s'établisse, voire même atteigne des densités assez importantes. Okay ? Vous voyez bien la différence entre les deux types de proies et l'impact que ça a sur les prédateurs. En présence de proies introduites, la population de prédateurs, elle peut être stable, présente, cyclique, mais en tout cas, elle est là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on met les deux proies en même temps? Donc si on met un prédateur et sa proie, on les introduit dans une île où il y a déjà une proie locale. En fait, la proie locale, elle n'est toujours pas adaptée, et la proie introduite, elle est adaptée. Et elle va permettre l'accroissement de la population de prédateurs. Et cet accroissement de la population de prédateurs, il n'est pas soutenable par la population de proies endémiques. Normalement, quand il y a beaucoup de prédation, la proie diminue et le prédateur disparaît. Ou diminue et disparaît après. Là, en fait, le prédateur reste toujours, il est soutenu par les populations de proies introduites, et donc il fait des dommages à la population de proies locales. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas une proie introduite qui est plus adaptée à la prédation par l'aigle, qui va amplifier la population de l'aigle, et qui va causer des taux de prédation trop élevés pour les renards, puisque les aigles restent là tout le temps, voire même commencent à se reproduire. Et évidemment, c'est le cas. Quelqu'un qu'on n'avait absolument pas soupçonné jusqu'ici, le cochon qui date d'élevage de quelques décennies avant et qui s'est échappé dans toute l'île, qui a fait des populations férales, qui est que dans les îles du Nord, et qui se reproduit presque toute l'année. Et les porcelets, en fait, sont des proies majeures de l'aigle jusqu'à 3 mois, à partir de quand elles deviennent trop grosses et trop lourdes pour être récupérées par l'aigle. Donc en fait, si on regarde dans l'île, il y a plein de cochons partout. Il y a plein de cochons partout. Et si on regarde sur nos régimes alimentaires, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, le cochon, il est bien là, présent. L'aigle, il est bien au sommet. On a nos deux compétiteurs et l'aigle mange un petit peu des trois. Bon, ça paraît un petit peu plus compliqué, mais c'est exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder avec un modèle mathématique si c'est bien ce qui peut se passer et dans quelles conditions est-ce que ça peut se passer. Donc là maintenant, je vais vous prendre par la main, pas à pas, pour essayer de construire un modèle avec non pas 2, mais 4 espèces. Donc on a nos deux compétiteurs, hein, c'est assez simple, ils ont chacun un taux R d'accroissement de leur population, la mortalité, la natalité, et puis ils ont un taux de compétition qui est asymétrique. Okay. On a notre cochon qui a son propre taux d'accroissement, et vous voyez, il n'y a aucun lien avec les deux autres, c'est pour ça que je les ai pas mis de flèche entre deux. Par contre, on va avoir une prédation par l'aigle, donc là on a une relation de prédation. Et comme l'aigle est présent, en fait, il va se mettre à être aussi prédateur des deux autres. Okay. Ça, c'est notre modèle mathématique. Maintenant, j'ai mis des équations un petit peu partout, taux de prédation, taux de reproduction, etc. Donc, c'est simple, on peut le mettre en équation maintenant. Donc, d'abord, notre modèle de compétition, on l'a déjà vu, hein, on a l'accroissement annuel, il est dû à une logistique avec un taux de compétition, pareil pour l'autre. Ça, c'est le modèle de compétition Lotka-Volterra. On a un modèle logistique classique pour le cochon, okay, à part, comme tout à l'heure, hein, il n'est pas lié aux autres. Maintenant, on peut le lier à l'aigle qui arrive. Là, on a un modèle de prédation, donc avec un taux de prédation des cochons, et qui fait du coup diminuer la population de cochons, et qui fait augmenter la population d'aigle avec un taux de mortalité naturelle de l'aigle. Et ça, en fait, c'est un modèle de prédation, Lotka-Volterra. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre ensemble. Et pour les mettre ensemble, tout ce que je vais faire, en fait, c'est je vais transformer ça en un modèle avec un taux de prédation par l'aigle, ici. Pareil pour lui. Et puis, en fait, l'accroissement de la population d'aigle va dépendre non plus d'une proie, mais de 3 proies. Et pour faire les choses un peu plus justes, je ne vais pas juste rajouter les proies, je vais rajouter la proportion de chaque proie, puisque l'aigle va
prendre en fonction de la proportion de chaque proie. Puis je vais me rajouter un taux de préférence, parce que s'il voit 3 cochons et 2 renards, il va peut-être préférer l'un ou l'autre, parce qu'il aime mieux le cochon que le renard. Donc ça donne ça. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous avez vu que pris pas à pas, et on ne va pas tellement rentrer dans les détails, c'est assez simple. En fait, j'ai rajouté juste ça, qui sont mes taux de prédation de l'aigle sur le renard, en fonction de la proportion de renards aidés sur l'ensemble des proies. Et puis les petits paramètres devant, c'est la préférence par rapport au cochon. Il préfère plus ou moins par rapport au cochon. Donc pareil pour les 3. Et ici, pareil, j'ai tout rapporté, en fait, ce qui va apporter comme énergie à l'aigle. Okay, donc ça, c'est notre modèle. Et en fait, pour savoir si notre modèle il est réaliste, il faut qu'on lui mette des valeurs de paramètres qui sont réalistes. Donc on va aller chercher des valeurs de paramètres sur le terrain. Alors on ne va pas aller les chercher, elles sont déjà connues depuis longtemps par tous les chercheurs qui travaillent sur le terrain depuis longtemps. Quel est le taux de natalité des renards, quel est le taux de mortalité, etc. On a quelques paramètres qui sont trouvés dans la littérature, et puis on a des paramètres qui sont calculés à partir de la littérature et du terrain. Et voilà, et c'est tout. En fait, on n'a plus qu'à faire tourner et voir ce qui se passe. Alors, ici, on a le nombre de renards et de moufettes. Ici, on a le nombre d'aigles. Je les ai mis sur 2 axes différents parce que ici, on est à 1400-1500 et ici, on a une vingtaine, trentaine, avec le temps. Et on va regarder dans notre modèle, on fait tourner notre modèle, mais nos conditions initiales, au début, on dit 0 cochon. Et comme il n'y a pas de génération spontanée, ça reste 0 cochon. Donc, il n'y a que des aigles, des renards et des moufettes. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, je vous ai mis ici une illustration, il y a plein de modèles différents, mais en général, on trouve toujours que l'aigle va chuter. Donc au début, le renard, il chute un peu, la moufette, elle chute un peu, il n'y a pas assez de proie, l'aigle disparaît, il ne peut pas s'établir. Ça fait remonter un peu le renard, puisqu'il n'y a plus d'aigle, et ça fait encore plus chuter les moufettes, parce que le renard monte brutalement. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on met du cochon au départ ? Si on met du cochon au départ, en fait, voilà ce qui se passe. L'aigle va se mettre à augmenter très rapidement. Le cochon, du coup, va diminuer, mais pas tant que ça, en fait, parce que le cochon, il est adapté à la prédation. Il fait plein de petits porcelets. Le renard, lui, il va chuter brutalement. Des fois, il va rester à un très faible effectif. La plupart du temps, dans les équations, il disparaît complètement. Et la moufette, qui avait beaucoup chuté parce qu'il y avait beaucoup d'aigles, en fait, elle arrive quand même à se maintenir parce qu'elle a le moins de la prédation par l'aigle, mais elle a le plus de l'absence de son compétiteur. C'est beau, hein ? Alors, le modèle, il n'est pas fait vraiment pour avoir des chiffres. Ça, c'est un modèle qu'on appelle mécaniste. Il est fait pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, et essayer de voir si on enlève ça, qu'est-ce qui se passe, si on enlève ça, qu'est-ce qui se passe, si on remet ça, qu'est-ce qui se passe. Et donc, ça nous permet en fait de faire un peu nos expériences sur le terrain sans toucher au terrain. Mais quand même, j'étais très content de voir que j'obtenais 21 aigles, 25 aigles à la fin, qui est ce qu'on a trouvé en fait sur le terrain. Donc voilà, les mathématiques, c'est pas toujours très drôle, mais quand ça marche, on trouve ça élégant, on trouve ça bien. Et puisqu'on parle d'élégance, je fais une petite parenthèse sur le séminaire qui va avoir lieu tout à l'heure, non pas parce que notre intervenant est élégant, même s'il l'est, mais parce qu'il va nous parler de culture. Et je vous invite donc à suivre ce séminaire qui va être différent de tous les autres séminaires, et c'est pour ça que je voulais conclure dessus. Mais revenons-en à nos renards. Maintenant qu'on sait comment ça se passe, eh bien, on va essayer de résoudre le problème. Alors, je résume. Nous avons des humains qui ont amené des cochons. Les cochons se sont échappés et ont fait des populations sauvages. Ça a attiré les aigles. Les aigles ont aussi un petit peu de temps en temps mangé les renards, mais les renards ne sont pas habitués à ça, donc ils se sont mis à chuter. Et les renards qui maintenaient les moufettes en échec sont plus là pour contrer une explosion de la population de moufettes. Donc on va essayer de remettre un peu d'ordre là-dessus. On a des stratégies de conservation. Alors les stratégies de conservation, elles sont délicates parce que en fait, c'est 3 sous-espèces de renards endémiques qui sont en train de disparaître, et sont en train de disparaître vite.
Donc il faut vraiment faire quelque chose rapidement. Mais c'est la colonisation d'une espèce de rapace qui est protégée, qui est la cause proximale. Donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et puis, il faut garder en tête que les 2 seules populations au monde de moufettes tachetées bénéficient actuellement de cette situation. Donc on a une situation de crise, on a une situation où on n'a pas forcément toutes les informations, et on a une situation complexe avec différentes valeurs, différentes espèces, et pas forcément des choses évidentes. Et je vous rappelle à cet effet le séminaire que vous avez vu il y a 2 cours, il y a 2 semaines, sur la conservation, sur le fait que c'est une discipline de crise, etc. Donc les stratégies de conservation, tout simplement, d'abord, éradication des cochons, c'est ce qui paraît assez évident. En fait, ça a déjà été fait dans une des îles du Sud. Je vous avais dit, il y a des cochons que dans les îles du Nord. En fait, là encore, j'ai menti. Il y en avait une dans les îles du Sud il y a quelques années, mais elle a été éliminée. Donc on sait que c'est possible, on sait, on l'a fait. En fait, c'est la US Navy qui l'a fait avec des hélicoptères et des mitrailleuses. Une autre stratégie de conservation, c'est l'augmentation des populations de renards. Ça implique de capturer les renards vivants, de les maintenir en captivité, de les reproduire en captivité, de les élever en captivité, et puis de les relâcher dans l'écosystème pour qu'ils puissent se propager. Et puis la troisième, c'est la translocation des aigles. Rappelez-vous, ils sont actuellement protégés aux États-Unis. Si on vous trouve avec une plume d'aigle royal, à moins que vous soyez amérindien, c'est la prison directe. C'est donc pas possible de les éliminer. Il faut les capturer vivants et les délocaliser. Donc en fait, les stratégies, elles sont faites déjà depuis quelque temps. En fait, on n'a pas forcément attendu d'essayer de comprendre ce qui se passait pour essayer de faire les choses, notamment les élevages de renards. Mais l'éradication des cochons, on ne le faisait pas. Donc tout ça, c'est un peu suivi, mais en fait, l'éradication des cochons, on sait que c'est difficile. Et sur l'exemple qu'on a, qui est une île beaucoup plus petite que Santa Cruz, ça a duré 16 ans, cette opération de contrôle. Parce qu'en fait, on lutte contre quelque chose qui regrandit au fur et à mesure. Et 16 ans, c'est aussi parce qu'elle a été arrêtée 4 fois par des procès, avec un total de 5 ans d'arrêt par des associations de protection des animaux. Donc à chaque fois, il fallait repartir parce que pendant ce temps-là, les populations repartaient de plus belle. Dans cette île de San Clemente, on avait à peu près 2200 cochons qui ont été éliminés. On sait qu'à Santa Cruz, il y en a 15 000 à peu près. Donc ça va être difficile si on essaie de faire ça. C'est aussi difficile les populations de renards en augmentation, en captivité, parce que ça coûte extrêmement cher au parc national. Ça fait assez longtemps qu'ils le font. Ce n'est pas une solution à long terme, tant que les aigles sont présents dans l'écosystème ou tant qu'ils peuvent revenir s'y installer. Assez régulièrement, par pression financière d'espace, les autorités du parc national relâchaient des renards et presque immédiatement, les renards étaient tués. Il y a ici les installations, on ne peut pas en faire non plus des milliers. Et puis la translocation des aigles, en fait, depuis qu'on a découvert ça, 31 aigles royaux capturés et relâchés sur la côte, dans des écosystèmes où justement il n'y avait plus assez d'aigles royaux. Mais la capture des derniers, ça devient très coûteux, très difficile. Ils sont de moins en moins nombreux, il faut les localiser. Et puis, ceux qui restent, c'est les plus malins, qui se font capturer moins facilement, voire même qui reviennent. La dernière femelle, en fait, elle est revenue 2 fois, à chaque fois avec un nouveau mâle. C'est elle. Et puis ça, c'est la personne qui faisait sa thèse justement sur le renard et qui m'a dit avoir sué sang et eau sur cette étude. Mais donc, en 2003, les autorités on publie ce modèle pour montrer, voilà, hyperprédation, c'est ça qui se passe, les renards, les cochons, les aigles, les moufettes.
Et immédiatement, gros soulagement, et les autorités du parc décident de démarrer un programme d'éradication du cochon introduit, qui tombe bien parce qu'en plus de supprimer la base alimentaire des aigles, ce contrôle il va permettre d'espérer de stopper l'impact direct des cochons sur la végétation, les invertébrés, les petits vertébrés, etc. Rappelez-vous, c'est une espèce envahissante, ça cause plein d'autres problèmes. Mais, en fait, nous, on a notre modèle qui est tout prêt, du coup, on peut la faire déjà, la campagne d'éradication des cochons, et voir ce qui va se passer. Et en fait, le modèle, il montre que en fait, les meilleures stratégies de contrôle, c'est de contrôler les aigles en même temps que les cochons, parce que sinon, c'est assez dangereux. En fait, si on prend notre modèle de tout à l'heure, alors on va enlever la moufette, parce que la moufette, là, on n'a pas forcément besoin dans notre équation. Donc, toc, on l'enlève, et notre modèle, il se simplifie beaucoup. Donc, je resserre un peu, je nettoie, toc. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du contrôle. Donc, on va rajouter deux termes. Un terme de contrôle des cochons, un terme de contrôle de l'aigle, avec deux paramètres qu'on peut faire varier de 0 à 100%. Et on peut regarder comme ça toutes les stratégies. Et en fait, on s'aperçoit, si ici on a de 0 à 100% pour le cochon et de 0 à 100% pour l'aigle, si on regarde ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la population de renards à la fin de notre contrôle, eh ben on s'aperçoit que la population de renards, en fait, elle diminue au lieu d'augmenter. Elle diminue très vite, et plus on élimine des cochons, et plus elle diminue, en fait, la population. Et même, elle peut complètement s'éteindre, tant qu'on n'élimine pas en même temps les aigles. Il faut éliminer les aigles en même temps qu'on élimine les cochons. Or, le parc national avait visé uniquement les cochons et pas du tout les aigles. Donc, republication pour expliquer qu'il faut changer, et qu'il faut éliminer les aigles en même temps, voire avant d'éliminer les cochons. Et c'est ce qui se passe en fait. Et fin 2006, les derniers aigles royaux sont capturés, relâchés loin sur la côte continentale, avec un timing qui fait que les cochons sont éliminés en même temps. Donc même si les aigles reviennent, ils n'ont plus assez à manger. Donc donc c'est la campagne la plus importante d'éradication de mammifères introduits dans le monde, avec des techniques et des méthodes de pointe, avec une cartographie GPS de l'île, avec un quadrillage automatique pour être sûr de rater aucune poche. Et en fait, la totalité des cochons est maintenant éradiquée. Et on voit tout de suite, en fait, que les populations de renards repartent sur les deux îles de manière très importante. Donc, on relâche les groupes captifs de renards et on a retrouvé très vite des populations de renards. Le problème, c'est que la récupération de renards se fait au détriment de sa compétitrice, la moufette insulaire, qui est endémique, qui est menacée et qui se met maintenant à décliner fortement. Donc, succès de conservation, pour le renard, oui, pour la moufette, je ne sais pas. Et puis, on a aussi, je vous ai dit qu'on avait des ornithos, des gens qui s'intéressent aux oiseaux sur place. Eux, ils s'aperçoivent qu'une population d'oiseaux locales, la pie-grièche, qui est endémique aussi, qui ne vit nulle part ailleurs, elle est menacée par les populations de renards qui sont en train de remonter trop vite. Et du coup, ils font un peu du lobbying et ils ont réussi, en fait, à classer cette espèce sur la liste ESA, Endangered Species Act, donc la liste des espèces menacées aux États-Unis. Et donc, il est légal d'éliminer les renards gris insulaires pour la protéger. Donc voilà. Alors, l'épilogue, juste pour vous montrer que c'est quand même un petit peu complexe, mais en 2015, le renard insulaire de Californie est la première espèce, et je pense peut-être même la seule, à être retirée de la liste des espèces menacées aux États-Unis. L'espèce a été sauvée. Elle a été sauvée parce que il y a eu une étude approfondie des réseaux trophiques de cet écosystème, qu'on a pu déceler cette espèce exotique envahissante, le cochon, ses impacts indirects, et aussi surtout parce que c'est un écosystème qui était très étudié déjà avant. Les invasions biologiques donc peuvent avoir des effets indirects qui sont des fois plus difficiles à mettre en évidence, à comprendre, à prévoir.
il n'y a pas toujours de solution facile et de solution évidente. Et là encore, on est dans un système relativement simple et il n'y a pas en plus les populations humaines qui viennent rajouter un paramètre qui est souvent beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est le cas même quand on a une très bonne connaissance du système. Et là, on était quand même sur la côte ouest des États-Unis, donc avec une force universitaire gigantesque et des gens qui travaillent sur ces écosystèmes depuis des décennies. Et on connaissait donc très très bien l'écosystème. C'est rarement le cas dans le monde. Et puis, conclusion finale, c'est que les modèles mathématiques, c'est vraiment des outils qui sont très pratiques, voire même qui sont indispensables. On aurait fait des bêtises si on avait été sur le terrain et on aurait juste dit « oups ». Alors que là, le « oups », on peut le dire 10 fois, 20 fois, 200 fois sur notre modèle mathématique. Donc voilà pour cette étude. C'était le dernier cours, mais en fait, j'aurais pu vous dire encore plein d'autres choses parce qu'il y avait d'autres intervenants dans cet écosystème, le pigargue, d'autres oiseaux, etc. Mais on va s'arrêter là. Et puis, on va passer, après un quart d'heure de pause, au dernier séminaire auquel je vous supplie d'assister par Loïc Fell. J'en profite donc, comme toujours, pour terminer, par remercier les personnes de mon équipe qui ont travaillé sur ce système. Et vous voyez, là, il n'y en a que 2, parce que c'était un truc qu'on a fait en modélisation, donc il n'y avait pas besoin de beaucoup de monde. Mais du coup, ça me donne l'opportunité de remercier tous ceux que je n'ai pas remerciés dans mon équipe, avec qui j'ai travaillé pendant des années, des fois, mais sur d'autres études qui n'ont pas été mises en avant dans les cours précédents. Et puis tous les stagiaires, parce que sinon, je n'aurais pas eu la place, mais j'ai eu énormément de gens en master, en licence, qui ont passé du temps sur toutes ces études. Je remercie évidemment les 8 conférenciers qui vous ont fait voyager un petit peu d'une discipline à l'autre, mais également d'un écosystème à l'autre. Je les ai choisis pas seulement pour leur talent oratoire ou leur expertise scientifique, mais parce qu'il y en a qui travaillaient sur les écosystèmes marins ou sur les poissons d'eau douce ou sur les écosystèmes insulaires. En fait, j'ai essayé de vous présenter les invasions biologiques avec le plus de variabilité possible. Et évidemment, au final, je voudrais remercier le Collège de France, la Fondation Jean-François Clermont-Tonnerre qui finance cette chaire et qui permet aux gens de venir ici écouter des petites histoires scientifiques, et le CNRS qui paye mon salaire et me laisse faire ce que je veux avec, ce qui est salvateur vraiment. Et évidemment, je vous remercie, vous, pour votre présence. Merci à vous.